Ok, bonjour à tous. Avant de commencer, taisez-vous s'il vous plaît, merci. Avant de commencer le premier cours sur les antibiotiques, je voudrais juste vous donner quelques informations que vous avez normalement par d'autres moyens, mais pour que tout soit clair et que tout le monde soit au courant, voilà le lien qui vous permet de vous connecter au Medapod et au podcast qui contiennent les enregistrements de mes cours et d'autres. Donc voilà l'adresse internet à laquelle vous pouvez aller. Quand vous ouvrez la page, vous tombez sur ce site-là et vous avez ici un menu déroulant qui est celui du guide de l'utilisateur. Vous cliquez là-dessus, ça vous ouvre une seconde page et sur cette page, vous avez le tutoriel, le didacticiel, on devrait dire en français, qui vous permet de savoir comment récupérer toutes les formes de fichiers. Le fichier PowerPoint avant les cours pour avoir le cours sur papier, le fichier MP3 si vous le voulez en MP3, le fichier vidéo si vous le voulez en vidéo. D'accord ? Donc ça devrait être maintenant relativement simple. Si vous avez des problèmes, il faut que vous m'en parliez, ou que vous en parliez à Pierre Brunet, que vous venez de voir sortir. Mais ce sera assez bien que ça fonctionne. Quand vous ouvrez votre document vidéo, ça se présente de la façon suivante. Vous avez les diapositives et il est chapitré maintenant. Vous voyez, vous avez un chapitrage ici, vous pouvez aller à la diapositive qui vous va. En général, il y a les noms des diapositives. Et ça vous permet donc de choisir la diapositive qui vous intéresse et d'aller, par exemple, sur la 35, voir les adhésines d'Escherichia coli. D'accord ? Bien. Ceci étant dit, on attaque les 2 derniers cours de bactériologie générale avant de passer aux infections et aux bactéries individualisées. Et on va parler des antibiotiques. C'est un cours absolument fondamental parce que je me suis aperçu avec les années que vous n'étiez pas toujours très performant en termes de connaissance des antibiotiques et pourtant c'est la pratique quotidienne. Donc, on va diviser ça en 2 fois 50 minutes. La première, ce sera aujourd'hui. La suivante, ce sera lundi prochain, et non pas mercredi, lundi. Et on va parler aujourd'hui du mode d'action des antibiotiques. Donc un cours de mécanique, de biochimie, un petit peu de chimie, un catalogue, un peu fastidieux au début, et quelques définitions à retenir. C'est un cours important. C'est un cours qui est plein de notions que vous devez absolument connaître pour comprendre ce que vous ferez quand vous prescrirez un traitement antibiotique. Donc on va démarrer avec les principales caractéristiques des antibiotiques d'abord, et en préambule, la désignation des antibiotiques. Il n'y a qu'une désignation, une seule dénomination qui compte, c'est la dénomination commune internationale, appelée aussi DCI, qui vous permet de comprendre de quoi il s'agit quand vous lisez le nom d'un antibiotique, où que ce soit dans le monde. Que vous lisiez une publication anglo-saxonne, germanophone ou francophone, vous aurez toujours le même nom qui désigne la même molécule, par exemple la ciprofloxacine. Et c'est ça le minimum minimorum pour vous en termes de connaissances. Vous devez connaître les DCI. Ensuite, ces DCI, selon le laboratoire qui les fabrique, vont être déclinés sous forme de noms déposés. Alors c'est simple quand au début les médicaments sont sous brevet. Ça a été le cas pour la ciprofloxacine qui s'est appelée Ciflox en France pendant très longtemps. Ça s'écrit en général Ciflox avec ND pour non déposé. Et ça s'écrit avec une majuscule, c'est un nom propre par opposition avec la DCI. Alors c'est simple quand il s'agit de Ciflox, il n'y a qu'un produit. En revanche, vous pouvez être amené à voir des publications internationales ou à lire des recommandations sur le web par exemple, ou à regarder un épisode de Grey's Anatomy dans lequel vous entendez un nom d'antibiotique qui n'est pas du tout celui qu'on utilise en France. Par exemple, la ciprofloxacine, aux États-Unis, c'est Ciprobay. Et ça n'est en aucun cas Ciflox. Donc, pour s'y retrouver, le plus simple est quand même de désigner les médicaments par leur DCI. Cette remarque liminaire étant faite, on va essayer de définir les antibiotiques en quelques mots. Les antibiotiques, pour la plupart, sont des substances naturelles. À la différence de beaucoup de médicaments modernes, ils restent à la base des substances naturelles qu'on a peu ou prou modifiées pour en faire des composés hémisynthétiques. Et à quelques exceptions près, ils sont tous dans ces 2 catégories-là. Il existe quelques antibiotiques synthétiques, on verra le cas avec les quinolones, mais pour la plupart, donc, ce côté naturel est important, on va voir tout à l'heure pourquoi. Alors qu'est-ce que c'est qu'un antibiotique ? Ce n'est pas seulement quelque chose qui tue les bactéries. L'eau de Javel tue les bactéries, et ça n'est pas un antibiotique, en tout cas pas pour l'homme. Les antibiotiques, spécifiquement, perturbent le fonctionnement de cibles bactériennes spécifiques. En d'autres termes, ils tuent les bactéries ou ils arrêtent la croissance des bactéries, mais pas des cellules eucaryotes. Ils inhibent les bactéries, mais ils n'inhibent pas les cellules de l'hôte. Corollaire de cette notion,
Ils sont donc suffisamment, ou ils doivent être suffisamment bien tolérés pour pouvoir être administrés sans trop de risques aux patients qu'on soigne. Ensuite, qu'ils empêchent la croissance bactérienne ou qu'ils tuent les bactéries, c'est une question un peu secondaire, on y reviendra, mais il faut qu'ils le fassent aux concentrations thérapeutiques. Ce n'est pas la peine d'avoir une substance, comme on le lit dans la presse scientifique généraliste parfois, merveilleuse, isoler des larmes de grenouille ou de la peau de requin, qui tue les bactéries sur les boîtes quand on en met des quantités gigantesques, mais qui seraient beaucoup trop toxiques pour qu'on puisse la donner à un patient. Donc l'effet antibiotique doit s'exercer aux concentrations thérapeutiques et non pas à des concentrations inutilisables. Alors ça paraît des truismes, mais vous allez voir que très souvent on est confronté avec ces notions d'efficacité aux concentrations thérapeutiques. Les antibiotiques ont été découverts il y a très longtemps. Contrairement à ce que semble indiquer ce tableau, les premiers antibiotiques ne sont pas les pénicillines, ne sont pas des antibiotiques naturels, ce sont des antibiotiques de synthèse, c'est les sulfamides. Si on a quelques minutes, j'y reviendrai en toute fin de cours. Mais c'est vrai que la plupart des grandes familles et la plupart des antibiotiques très efficaces ont été isolés à partir de la nature et en particulier à partir de micro-organismes. Pourquoi de micro-organismes ? Eh bien parce que depuis que la vie existe sur Terre, et en tout cas que les bactéries et les champignons existent sur Terre, il y a une compétition féroce, notamment dans le sol, entre les différentes espèces pour survivre, et certaines, il y a plusieurs centaines de millions d'années, voire 1 milliard d'années pour les plus vieilles, certaines ont développé un arsenal qui leur permet de tuer leurs voisines pour s'installer à leur place. Tout ce qui est indiqué dans la colonne de droite ici en jaune, ce sont des bactéries qui produisent les antibiotiques qui sont en regard dans la colonne qui est ici. Ainsi, la streptomycine, par exemple, est produite par un streptomycès. Ne vous laissez pas abuser par le nom, ça s'appelle streptomycès, c'est une bactérie, ce n'est pas un champignon. Et tout ce qui est en jaune ici, ce sont des bactéries qui produisent des antibiotiques. Oui, dites-moi. Oui, alors ce ne sont pas précisément des DCI, ce sont pour la pénicilline G, oui, c'est la DCI, pour la streptomycine aussi. En revanche, la céphalosporine C n'est pas un antibiotique, c'est l'antibiotique initial qui a été trouvé en 1945 et qu'on a modifié ensuite pour en faire un antibiotique actif. Mais ça n'était pas à l'origine un antibiotique utilisable, il était trop toxique. Donc ce ne sont pas tout à fait des DCI, mais considérés que ce le sont. En tout cas, ce ne sont pas des noms de spécialité. Donc, à quelques exceptions près que sont les bêta-lactamines, qui sont produites par des champignons, cette fois, des pénicilliums, des moisissures. Vous connaissez peut-être cette photo classique, ou en tout cas cette inhibition classique. Un champignon filamenteux ici, un Pénicillium notatum, mis en proximité d'une culture bactérienne, ici un staphylocoque, eh bien, il y a une inhibition, les bactéries n'arrivent pas à pousser en présence du champignon. Et ça a été le grand mérite d'Alexandre Fleming, puis ensuite de Floret et Chain, de se dire que cette inhibition, qu'on avait probablement reconnue il y a des centaines, voire des milliers d'années, puisqu'on a traité des infections en Chine antique et probablement en Grèce antique avec des peaux de fruits moisis. On appliquait à la surface d'infections cutanées chez des patients, on appliquait des peaux de pommes, par exemple, ou des peaux d'orange moisies, et on s'apercevait que ça avait un effet bénéfique. Donc ça remonte à très longtemps, cette idée, mais l'originalité des travaux donc, de Fleming puis de Chain, ça a été de se dire qu'il y avait des substances qui étaient sécrétées et que ces substances, on pourrait peut-être les utiliser pour soigner les hommes en tuant les bactéries qui les infectent. Donc, cette notion d'antibiotique naturel, vous la retenez et à partir de toutes ces molécules qui sont listées dans la colonne du milieu, vous avez l'essentiel des noyaux qui ont servi à fabriquer des antibiotiques après. Alors, pourquoi des noyaux seulement ? Eh bien, parce qu'on les a modifiés. Les substances naturelles sont en général trop toxiques pour être administrées à l'homme, exception faite de la pénigée ou de l'érythromycine, par exemple, et on les a modifiés. Alors, qu'est-ce que c'est que modifier un composé pour en faire des composés hémisynthétiques utilisables chez l'homme ? Eh bien, c'est faire appel aux chimistes qui vont transformer. Je vous donne un exemple qui est tout à fait caractéristique, parce qu'il a été très largement utilisé, c'est celui de la céphalosporine C. Ça, c'est la première céphalosporine qu'on trouve, on la trouve dans un champignon. Elle est trop toxique pour être administrée, elle n'a pas de bonnes caractéristiques pharmacocinétiques et d'efficacité, mais on la modifie. Si on modifie, alors les modifications, c'est ce qui est figuré ici avec des carrés ou des rectangles jaunes. Si on modifie par exemple ce substituant ici qui est à gauche, eh bien on va pouvoir augmenter l'affinité pour la cible bactérienne, on va pouvoir augmenter l'efficacité de l'antibiotique. Ici, en modifiant dans les céphalosporines ce groupement, situé à droite, on va pouvoir modifier les propriétés pharmacocinétiques, diminuer le nombre d'administrations par exemple, favoriser la diffusion
plutôt dans les compartiments liquides aqueux, comme les urines, ou au contraire faire des molécules qui ont un tropisme plutôt hépatique ou un cycle hépatique. On peut également modifier la structure pour protéger les antibiotiques de la dégradation. Donc pendant 50 ans, les chimistes s'en sont donnés à cœur joie, et à partir de ces noyaux de base, peu utilisables, ils ont fait des molécules merveilleuses qu'on utilise encore aujourd'hui, puisque ce qui est terrible quand on fait un cours sur les antibiotiques, c'est chaque année de dire, depuis 20 ans, puis depuis 25 ans, puis depuis 30 ans, puis depuis 35 ans, on n'a pas inventé un nouvel antibiotique. On n'a rien fait, alors que la technologie humaine progresse à très grande vitesse dans la plupart des domaines, et notamment en médecine. Eh bien, les antibiotiques, ils n'ont pas évolué, on va dire, depuis les années 60-70. Les dernières molécules nouvelles sorties, les dernières familles d'importance nouvelles, ce sont les quinolones, et c'est 1984. Donc ça commence à dater vraiment, et c'est un énorme problème qui se profile pour votre génération en particulier. Bien, alors, quelques notions générales pour continuer. Qu'est-ce que c'est qu'un antibiotique? Il est représenté ici sous la forme de ce petit glouton. Un antibiotique, c'est une molécule qui interagit avec une cible bactérienne. Cette interaction, elle a les caractéristiques suivantes. La cible, elle doit être nécessaire à la survie des bactéries ou à leur croissance. Ce n'est pas n'importe quelle cible bactérienne. C'est une cible qui, lorsqu'elle est bloquée, empêche les bactéries de pousser. Il faut que le complexe de l'antibiotique avec la cible entraîne une inactivité de la cible. On verra que ce n'est pas toujours le cas. Et dans ce cas-là, les antibiotiques ne sont pas actifs, ça paraît évident. Et puis il faut surtout qu'il y ait une affinité très forte de l'antibiotique pour la cible, c'est-à-dire que le complexe ne se dissocie pas. Donc une constante d'affinité Ka très supérieure à la constante de dissociation Kd. Là encore des principes très simples, mais qu'il n'est jamais inutile de rappeler. Et puis une notion absolument fondamentale, je me suis aperçu qu'il y avait une coquille dans le polycopier que je vous ai fait parvenir avant-hier. Ce qui est très important pour qu'un antibiotique fonctionne, c'est, on vient de l'évoquer, c'est que la concentration inhibitrice, la concentration qui empêche les bactéries de pousser, il faut que cette concentration soit faible par rapport à la concentration toxique. Plus l'écart est grand, meilleur sera l'antibiotique. S'il suffit de donner un tout petit peu d'antibiotique à une concentration à laquelle on n'est pas du tout toxique, c'est très bien si c'est efficace. En revanche, si la concentration efficace est très proche de la concentration toxique, on va avoir des chances de surdoser le patient et d'avoir les effets indésirables au premier plan, même si on tue les bactéries ou si on les empêche de pousser. Donc, notion très importante, il faut que la concentration inhibitrice soit inférieure le plus possible à la concentration toxique. Je ne vais pas vous faire un cours sur l'antibiogramme, parce que ce sont des notions qu'on va voir en travaux pratiques dans 1 mois et demi, à peu près, 2 mois. Simplement, je vais vous rappeler une notion que vous connaissez peut-être, une notion essentielle, qui est la mesure de l'activité de l'antibiotique. C'est une seule valeur importante, c'est la concentration minimale inhibitrice. Qu'est-ce que c'est que la concentration minimale inhibitrice? Eh bien, c'est, parce qu'on l'a fixé les choses comme ça, c'est la plus faible concentration d'antibiotiques qui inhibe la croissance d'une bactérie en 18 à 24 heures pour la plupart des bactéries, ce n'est pas toujours le cas. Donc, c'est la plus faible concentration d'antibiotiques qui produit ce qu'on appelle une bactériostase. Ce n'est pas la concentration minimale qui tue les bactéries, c'est celle qui empêche les bactéries de pousser. Alors, comment est-ce qu'on fait pour déterminer cette CMI? Eh bien, si on le fait à l'ancienne, on procède de la façon suivante. Dans tous les tubes qui sont sur ce portoir, il y a un milieu de culture, c'est-à-dire un liquide suffisamment nutritif pour que les bactéries poussent bien. Et dans ces tubes de milieu nutritif, on va rajouter 2 choses. La première chose, c'est un antibiotique, et on va mettre des concentrations croissantes de l'antibiotique. Vous voyez qu'ici, on part à 0,25 mg par litre, et on termine à 64 mg par litre. Pour un antibiotique comme la pénicilline G, c'est la zone dans laquelle se situe l'activité de la plupart des antibiotiques, enfin de la sensibilité de la plupart des bactéries. Au-delà de 64, on ne peut pas donner assez d'antibiotiques pour qu'on traite le patient sans lui faire de mal. Donc l'idée, c'est de mettre ces concentrations d'antibiotiques qui représentent à peu près les concentrations physiologiques qu'on atteint chez l'homme. Et puis une fois que c'est fait, on va rajouter une toute petite quantité de la bactérie à tester dans chacun des tubes. On a pris naturellement soin, puisqu'on est de bons scientifiques, de mettre un tube dans lequel il n'y a pas d'antibiotiques, c'est le témoin de croissance, et on met tout ça à l'étuve pendant la durée habituelle de pousse des bactéries.
18 à 24 heures en général. Le lendemain, on sort le portoir et qu'est-ce qu'on voit? Dans le tube dans lequel il n'y avait pas d'antibiotique, la bactérie a poussé, ça se traduit par cette opalescence que vous voyez là, des centaines de millions de bactéries en suspension. En revanche, vous voyez qu'aux fortes concentrations d'antibiotiques, ça ne pousse pas non plus ici, et il faut arriver à une concentration de 1 pour que ça commence à pousser. À partir de 1 mg par litre, alors il n'y a plus suffisamment d'antibiotiques dans le milieu pour empêcher les bactéries de pousser. La CMI, la concentration minimale inhibitrice, ça n'est pas 1, naturellement, c'est la concentration suivante, la première à laquelle les bactéries ne poussent plus. D'accord? C'est une notion absolument fondamentale, je vous demande de la connaître. Il est vraisemblable que je vous interrogerai là-dessus. Bien. Alors il y a une deuxième notion qui intéresse un certain nombre de cliniciens, en particulier les gens qui se trouvent confrontés à des patients très fragilisés pour qui arrêter la croissance des bactéries ne suffit pas pour guérir. Il y a quelques situations au cours desquelles, des situations médicales au cours desquelles il faut, pour soigner un patient, pour le guérir, il faut arriver non seulement à arrêter la croissance des bactéries, mais aussi à tuer les bactéries. C'est en particulier le cas chez les patients qui ont un système immunitaire qui n'arrive pas à se débarrasser des agents infectieux. Donc dans le cas des immunodépressions profondes, on aura l'occasion d'y revenir. Et là, on nous demande parfois au laboratoire de déterminer une autre concentration qui est la concentration minimale bactéricide, celle-là. Cette fois-ci, c'est la concentration la plus faible qui tue, et ça c'est une valeur qu'on a décidée, qui tue 99,99% d'une population bactérienne. Il reste moins de 0,01% de survivants. Alors comment est-ce qu'on fait? C'est assez simple, ça découle de la technique précédente. On reprend après 18 heures les tubes, et on ne va naturellement pas s'intéresser aux tubes dans lesquels ça a poussé, mais on va regarder dans les tubes dans lesquels les bactéries n'ont pas poussé, on va regarder s'il y a des survivants là-dedans. Les bactéries, elles ne sont pas mortes, là, on n'a pas idée, on ne sait pas, elles sont peut-être mortes, elles ne sont peut-être pas mortes. Eh bien, on va repiquer le contenu de ces tubes, ici, et on va compter le nombre de bactéries qui sont vivantes. C'est comme ça qu'on va déterminer cette quantité qui est la concentration minimale bactéricide. D'accord? Donc ça se fait en au moins 48 heures, et c'est fort heureusement peu demandé, parce que chez la plupart des patients, il y a un système immunitaire, et à partir du moment où on empêche les bactéries de se développer, le système immunitaire fera le reste et se débarrassera des quelques bactéries qui restent. Bien. Alors, naturellement, un antibiotique, ça ne tue pas à n'importe quelle concentration, et ça ne tue pas de la même façon à toutes les concentrations non plus. On a représenté ici en abscisse le temps d'une réaction de contact entre bactéries et antibiotiques, et à gauche, vous avez le nombre de bactéries par millilitre, par exemple de sang chez un patient ou d'urine, peu importe. Lorsqu'il y a une infection bactérienne, il y a en général entre 10 puissance 6 et 10 puissance 7 bactéries par gramme de prélèvement ou de milieu ou de tissu. Lorsqu'on met un antibiotique en contact avec ces bactéries, lorsqu'on traite un patient, il va se passer les choses suivantes. Si on reprend l'exemple précédent, celui de la gamme d'antibiotiques qu'on a vu, eh bien, si on met 0 ou 0,25 mg par litre d'antibiotiques, vous voyez que les bactéries vont continuer à pousser. Leur nombre va continuer à augmenter pour atteindre des quantités vertigineuses, 10 puissance 9 bactéries par millilitre par exemple. Si on met un peu plus, 0,50, on a vu que 0,50 c'était encore très en dessous de la CMI, alors on va avoir une croissance légèrement ralentie, mais ça pousse toujours. On n'a toujours pas guéri le patient. À partir de 1, c'était le dernier tube qui poussait, ça pousse encore, mais ça pousse lentement. La CMI, nous, ce qui nous intéresse, c'est la valeur minimale, c'est là où, à partir de 2, vous voyez que les bactéries ne se multiplient plus. Mais on peut avoir besoin, idéalement, d'aller faire mieux que ça, c'est-à-dire de diminuer la quantité des bactéries. Et pour diminuer, on va, en augmentant les doses, avoir parfois, souvent, avec des concentrations plus élevées, cet effet qu'on appelle l'effet bactéricide. À partir d'un inoculum initial, 10 puissance 6 bactéries, eh bien, en quelques heures, on va pouvoir, si la quantité d'antibiotiques est importante, on va pouvoir réduire à des traces de bactéries, c'est-à-dire 10 puissance 2 par ml, ce qui n'est pas grand-chose à prendre en charge pour le système immunitaire. Alors, l'intérêt d'avoir un antibiotique très peu toxique, c'est qu'on va justement pouvoir atteindre
les concentrations ici. Malheureusement, il y a peu d'antibiotiques qui sont suffisamment toxiques pour qu'on puisse multiplier par 2, 4, 6, 8, 10 les doses qu'on donne aux patients sans faire de mal à ce même patient. D'accord ? Mais retenez que quand on a la chance d'avoir un antibiotique comme la pénicilline, qui est très peu toxique, eh bien, on va pouvoir augmenter les doses pour augmenter éventuellement la bactéricidie quand cela est requis. Alors, il y a une vieille notion que je vous mentionne, mais qui n'est pas intéressante du tout. On la trouve dans quelques livres et on la trouve dans un certain nombre de recommandations. On vous dit, pour telle maladie, pour telle infection, il faut utiliser des antibiotiques bactéricides. Pour d'autres, il faut utiliser des antibiotiques bactériostatiques. Si on revient au schéma précédent, vous voyez qu'un antibiotique, il peut être simplement bactéricide à une concentration, et puis il est bactériostatique à une concentration, et puis il devient bactéricide quand on multiplie par 2, 4, 6 la concentration. On a défini donc ces antibiotiques dits bactéricides, c'est des antibiotiques dans lesquels le rapport entre la CMB et la CMI est inférieur à 2. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que l'antibiotique devient bactéricide à peu près à la même concentration que la CMI. Au pire, à 2 fois la CMI. La CMI, c'est ce qui permet d'arrêter la croissance. Eh bien, un antibiotique dit bactéricide, c'est les antibiotiques qui, dans le même temps, ou juste quand on met 2 fois plus d'antibiotiques, vont tuer les bactéries. En revanche, il y a un certain nombre de molécules, comme les macrolides, les tétracyclines, qui, elles, vont inhiber les bactéries à une concentration donnée, mais vont avoir besoin de 3, 4 fois, 5 fois, 6 fois cette concentration pour pouvoir tuer les bactéries et pas seulement les empêcher de pousser. C'est cela qu'on va appeler les antibiotiques bactériostatiques par rapport aux antibiotiques bactéricides. Vous voyez que la notion est un peu subtile et je crois qu'elle a fait son temps. Retenez néanmoins que les antibiotiques dits bactéricides, ceux qui tuent à peu près aux mêmes concentrations que la CMI, ce sont les bêta-lactamines, les aminosides et les quinolones. Ce sont les principales familles utilisées en thérapeutique. Un dernier point, c'est l'association des antibiotiques. Vous entendrez, et vous avez probablement déjà à l'esprit, qu'on peut associer des molécules. À quoi ça sert d'associer les antibiotiques ? Les réponses varient quand on pose ça à des gens un peu néophytes. Ça peut être pour augmenter l'effet bactéricide. Vous le verrez, et on le reverra en TP, de temps en temps, quand on associe des antibiotiques, en particulier certaines bêta-lactamines avec certains aminosides, on a une bactéricidie intense, super rapide. Donc là, effectivement, associer les antibiotiques peut avoir un intérêt pour le patient s'il est immunodéprimé. On va tuer plus rapidement les bactéries. Plus important que ça, associer 2 antibiotiques, c'est souvent prévenir l'émergence de mutants résistants. Retenez sommairement que donner un seul antibiotique, c'est prendre le risque que la population bactérienne exposée fasse émerger un mutant résistant, c'est-à-dire une bactérie virulente et résistante au premier antibiotique qu'on a donné. On reviendra sur cette notion, quand on donne 2 antibiotiques, les chances sont à peu près nulles de faire émerger un mutant résistant ou 2 antibiotiques en même temps. Et dans ce cas-là, on préserve la sensibilité des bactéries. Et puis très accessoirement, il y a une 3e circonstance dans laquelle on peut associer les antibiotiques, c'est quand par hasard, et ça n'arrive pas souvent, on a une infection polymicrobienne, c'est rare les infections polymicrobiennes, et il est en général encore plus rare d'avoir des bactéries infectieuses dans le cadre de ce polymicrobisme qui aient des sensibilités très très différentes. On imagine une bactérie qui est sensible à 1 ou 2 antibiotiques, une autre bactérie qui est sensible à 1 ou 2 autres antibiotiques, mais ce n'est pas du tout les mêmes familles. Dans ce cas-là, on sera forcé de faire 2 traitements antibiotiques différents pour les 2 bactéries, et ce sera donc une association d'antibiotiques. C'est assez rare, et je vous demande de penser qu'associer les antibiotiques pour traiter une infection polymicrobienne est en général une mauvaise idée. Il vaut mieux se renseigner auprès de son infectiologue, de son bactériologiste, pour savoir quel antibiotique marcherait sur les 2 ou 3 bactéries présentes sur le site infectieux.